Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 18, pas du 17, on a manqué le 17, édition du 18 août 2025. J'avais une petite inflammation des paupières hier, on a dû déplacer de 24 heures. Les gens s'en sont faits pour ma santé. Merci beaucoup pour toutes vos préoccupations. Mais quand on déplace juste de 24 heures, c'est pas nécessairement un gros problème de santé. Si j'avais eu quelque chose de majeur, on aurait annulé pour un mois ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Et donc, aujourd'hui, on va analyser... juste de donner mes réflexions sur ce que signifie le sommet de Yalta 2025. Le sommet de Yalta. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette espèce de sommet entre Roosevelt, Churchill, Staline en 43 ou 44, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'ils se sont un peu comme départagé le reste du monde. C'est la grande conférence, c'est ça. Et il y a un peu... Il y a eu un peu cette espèce d'ambiance avec cette rencontre Trump-Poutine. On a eu l'impression que c'était une rencontre au sommet très, 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 très importante où est-ce qu'il y avait un partage du monde, un changement majeur. C'est ça qu'on a senti, un changement majeur. Et c'est la raison pour laquelle les leaders européens se sont empressés, à peine 24 heures plus tard, se sont dépêchés à Washington pour avoir voix au chapitre, essayer de participer à ces changements-là pour ne pas être laissé sur la touche, laissé pour compte, parce que ce qu'on est en train de remarquer, je l'explique depuis un certain nombre de web journaux, je ne vais pas dire encore une fois, je l'avais dit, mais c'est juste qu'on voit ça se dérouler devant nos yeux, c'est-à-dire qu'il y a eu, rappelez-vous, on va voir les séquences, il y avait cette espèce de domination des pays du G7, là, de la zone atlantique, quand les médias parlaient de la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Les Occidentaux ont dit à Poutine que blablabla, il y avait cette espèce de bloc qui gérait un peu tout le monde et qui faisait la police, le gendarme, la pluie et le beau temps, etc. Cette espèce de bloc-là est en train de disparaître et on est en train de le remplacer par un bloc trilatéral Chine, Russie, États-Unis. Et donc, ce sont des transformations majeures. C'est pour ça que les leaders européens se sont présentés à Washington pour attendre leur tour pour pouvoir parler au président Trump. C'est une image générée par intelligence artificielle, malheureusement, mais c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est-à-dire qu'ils attendaient, ils attendaient leur tour pour parler, etc., etc. Et donc, on n'est plus du tout dans une logique où les Occidentaux, le G7, etc., fait la pluie et le beau temps, et les choses sont en train de changer. Donc, les gens avaient des grosses attentes sur ce sommet-là, et puis là, il y a beaucoup de personnes qui disent « ils n'ont pas signé la paix, etc. » C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était pas de signer la paix. L'objectif, c'était de réhabiliter Vladimir Poutine, qui a été démonisé comme Trump au cours des 10 dernières années. C'était le sommet de la réhabilitation. C'est pour ça que j'appelle ce web journal la réhabilitation. Et là, il faut comprendre le marketing politique. On ne fait pas des choses, on ne fait pas des changements brutaux. Trump ne fait pas des changements brutaux. On va le voir plus loin dans le web journal aussi, avec notamment les gens étaient très préoccupés. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander qu'est-ce qui se passe. BlackRock, au directeur du Forum économique mondial, on est cuit, etc. Les mondialistes ont encore gagné, etc. On va aller voir ça un petit peu plus tard dans le web journal. Je suis coquin aujourd'hui. Je ne suis pas coquin, en fait, mais je la trouve bien drôle, celle-là. Mais un petit peu comme lorsqu'on dit, genre, on juge une personne à ses ennemis. Rappelez-vous ce vieil adage franc. On juge une personne à ses ennemis. Eh bien, regardez juste les réactions. Vous avez sûrement vu toutes les réactions sur tous les plateaux de télévision de gens qui essayent de descendre le sommet en disant le sommet était mal préparé. C'est un fiasco monumental, etc. Il y a Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy donc, on juge une personne à ses ennemis, on juge la qualité du travail accompli et l'importance de ce sommet par les réactions qu'il suscite. Les leaders européens qui se dépêchent, Attali et BHL qui font les interventions d'urgence pour essayer de calmer le jeu. Je vous montre Attali qui dit là, on ne peut plus se fier aux États-Unis, ça prend une défense européenne, etc., etc. Quand on se trouve dans une situation qui n'a même pas à lui être donnée, c'est décider et annoncer qu'on s'arme beaucoup plus vite et qu'on crée les conditions de ne pas dépendre des États-Unis pour défendre nos frontières. Et l'Ukraine fait partie de nos frontières car sans l'Ukraine, l'Europe est ouverte à tous les vents.
Il n'y a rien à annoncer, il n'y a qu'à Donc, faire. Jacques Attali qui veut continuer la guerre, ça, c'est super pour la prospérité, Jacques Attali, continuer encore la guerre comme ça, alors qu'on pourrait avoir la paix, c'est-à-dire il pourrait y avoir une entente où est-ce qu'on stabilise les frontières, les gens arrêtent de mourir, tout le monde est content et on s'en va vers le développement économique. Mais non, Jacques Attali veut continuer la guerre, comme beaucoup de personnes, comme ce que Macron disait en conférence de presse aussi, là, la guerre est à nos portes, etc., etc. Il ne faut pas être faible, comme dans les années 30, comme la montée d'Hitler, là, il ne faut pas être faible, essayer de chercher la paix à tout prix. C'est beaucoup, beaucoup ça qu'on nous rabâche, cette espèce de truc de... On nous ramène aux années 30. Alors, tu sais, c'est pas juste... Ça fait longtemps que ça, c'est une trope médiatique, c'est-à-dire essayer de nous faire croire que quand Trump veut la paix, c'est comme quand Hitler voulait la paix. Je vais vous montrer On en avait parlé il y a quelques webjournaux, mais... et ça peut pas être comme... Alors que c'est plus comme Reagan, vous voyez? C'est pas comme chercher à apaiser, parce que cette histoire de Trump et Hitler et Vladimir Poutine et Hitler est un dictateur, etc., ça, c'est du spin construit par les médias. Et avec l'aide de Trump aussi, hein, parce qu'on va le voir, Trump a prêté, Trump s'est laissé, je l'ai montré dans les webjournaux là, avant l'élection, Trump a coulé cette histoire de, tu sais, quand il disait, par exemple ici, il disait... Trump voulait que ses généraux soient comme les généraux qu'Hitler avait, très obéissants, etc. J'ai montré dans les webjournaux juste avant l'élection que c'était Trump qui avait coulé cette information-là pour faire en sorte de paralyser la campagne démocrate avec des trucs qui ne préoccupent pas les Américains, alors que Trump parlait d'économie, etc. Mais, donc, Trump participe à ça, mais ce qui est beaucoup plus juste comme comparaison historique, c'est la chute du mur de Berlin, les discussions entre Gorbatchev et Reagan, etc. Trump, je l'ai expliqué, Trump qui voulait être comme le Reagan du 21e siècle, amener la paix, etc. J'ai montré aussi des coupures de presse où Trump dit, même à l'époque de Reagan, il voulait aller négocier avec la Russie pour faire la paix, mettre fin à la guerre froide. Et il disait exactement la même chose. Il disait, je peux mettre fin à la guerre froide en 24 heures, etc., etc. Déjà, donc, c'est plus ça, quand on comprend aussi sa relation avec... quand il a vu un petit peu la façon dont Nixon opérait avec les Chinois, les Russes et aussi Roger Stone, qui était son conseiller et le conseiller de Nixon, ce qui est beaucoup plus intelligent comme comparaison. La comparaison la plus intelligente, c'est celle qui le compare à Reagan plutôt qu'à Hitler. Ça, c'est une caricature. Et donc, je montre aussi, et donc BHL qui n'est vraiment pas content. Et là, pensez que c'est Trump contrôlé par les Lubavitch, mais Attali et BHL sont hors d'eux. Je vous montre le propos de BHL. Saisissant, pardon, mais c'était les images de cette nuit. Les images de ce sommet de la paix, où il n'était pas question de paix, mais de business. C'est l'objectif, la paix. Non, c'était un faux sommet de la paix. C'est pas ça un sommet de la paix. D'ailleurs, la première personne à s'être exprimée dans les médias russes, c'est Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe. Et l'objectif de ce sommet, c'était, de l'aveu même de Trump et des Russes, un business deal entre Trump et Poutine. Et donc, c'est une escroquerie d'appeler ça un sommet de la paix. Escroquerie. Appeler le sommet d'hier un sommet de la paix est en effet une escroquerie. Et par ailleurs, il y avait quelque Donc chose c'est un mensonge mondial, quoi. Il y avait quelque chose de honteux dans ce spectacle. Vladimir Poutine reçu comme un roi. Les soldats américains agenouillés pour lui dérouler le tapis rouge. Cette image est honnêtement... Où est-ce que je l'ai à quelque part, les soldats américains qui, effectivement, étaient agenouillés pour lui dérouler le tapis rouge. Ben, je disais, évidemment, quand tu mets un tapis rouge, il faut éventuellement que tu te penches un peu. Mais, et donc, on voit le camp qui ne veut pas la paix, le camp qui veut changer complètement les relations internationales. Et parce que ce qu'ils souhaitent, c'est, encore une fois, c'est l'effet boule de neige, quelque chose comme ça ici, la paix à portée de main, on essaie de faire du damage control dans les médias, mais tout ça pour dire que essentiellement, c'est ça, c'était pas, il a raison sur le fait que c'était pas un sommet de la paix, puisque, ben, je veux dire, ils n'ont rien signé en termes de paix définitive, mais si c'était pas un sommet de la paix, pourquoi toute l'Europe s'est précipitée
avec Zelensky le lendemain pour avoir une voix aux négociations si ce n'était pas un sommet de la paix. Ouais. Donc, ce n'était pas juste un business deal, c'était un sommet de la paix 1. Mais l'objectif ici était de renverser, comme l'a dit Robert Fico, hein, Robert Fico qui est sorti dans les journaux et qui a dit « Le sommet Trump-Poutine a effacé les récits occidentaux, selon le chef de cet État de l'UE. » Et donc, ça a effacé. L'objectif, c'était ça, c'était d'effacer 10 ans de propagande. La propagande Trump et Hitler, Trump va déclencher la Troisième Guerre mondiale, etc., etc. Et la propagande aussi à l'encontre de Vladimir Poutine, ça s'inscrit parce que, regardez ça, hein, dès le coup de Euromaïdan, les Occidentaux qui ont fait un coup en Ukraine, qui ont volé des élections démocratiquement tenues selon les règles qui ont fait en 2013, qui ont fait en sorte qu'un président pro-russe a été élu en Ukraine démocratiquement. L'Ukraine est un pays séparé en deux. Là. Il y a comme une partie plus européenne, une partie plus russophile, russophone. Et la partie russophile, russophone est sortie plus pour le vote et a fait élire un président pro-russe. Et c'est là qu'il y a eu le coup d'État de Maïdan. Et à partir de ce moment-là, il y a eu en même temps, et ça, ils ont fait ça durant les Jeux olympiques de Sochi. C'était alors que normalement, c'est la trêve olympique, il n'y a pas de guerre durant. Ce qui a fait en sorte que Vladimir Poutine, les Jeux olympiques de Sochi, là, les Jeux olympiques d'hiver de Sochi en Russie, ce qui a fait en sorte que Poutine n'a pas pu réagir immédiatement, etc. Il a été pris par surprise, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, il a laissé faire. Et à partir de ce moment-là, il y a eu toute cette entreprise de démonisation de Vladimir Poutine qui est allé avec ça. Poutine est un dictateur. Comment Poutine a-t-il inventé le nouvel autoritarisme, etc. Et donc, c'est ça qu'il fallait renverser au sommet. Tu ne peux pas arriver avec Vladimir Poutine puis immédiatement signer la paix. C'est pas comme ça que le marketing politique fonctionne. Il faut en premier tu fais par exemple une entrevue de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine où Poutine paraît bien. Rappelez-vous le tollé que ça avait causé à l'époque, cette rencontre entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine. Et là, les gens disaient, les BHL de ce monde, aux États-Unis, etc., les faucons disaient, ouais, il essaie de réhabiliter Vladimir Poutine, il essaie de bien faire paraître Vladimir Poutine. Il fait le jeu de Vladimir Poutine. Tucker Carlson, et même, il y en a qui ont dit, Tucker Carlson est un agent russe, travaille pour les Russes, etc. Mais l'objectif, c'était, dans une stratégie progressive de réhabilitation de Poutine dans l'opinion publique. Tu ne peux pas signer la paix. Par exemple, tu peux pas, s'il y avait réellement Hitler, s'il y avait aussi les gens, l'opinion publique pense qu'il y a Hitler en face, tu ne peux pas aller signer la paix avec Hitler, right? Donc, il faut que tu déconstruises la propagande, il faut que tu déconstruises, que tu rétablis les ponts dans l'opinion publique pour que ça passe. Ça, c'est du marketing politique. Hein? Ouais, et rappelez-vous, quand Trump a dit lors du G7 au Canada l'été dernier, il y a quelques mois, que le fait d'avoir retiré la Russie du G7, qui était le G8, était une grosse erreur. Donc, c'est une entreprise progressive de dédiabolisation pour en arriver à la paix. Et le préalable de tout ça, évidemment, c'était aussi cette histoire, c'était le Obamagate, le fait que le Obamagate, on montre finalement que c'était une machination des services de renseignement américains contre le président Trump et que le président Trump n'a jamais été un agent russe, etc. Donc, d'une part, tu envoies Tucker Carlson, tu réhabilites Poutine un peu dans l'opinion publique, tu fais un sommet, et d'autre part, mais tu as aussi besoin de montrer que cette histoire de collusion avec la Russie était inventée de toutes pièces. Et donc, là, les gens en face, les propagandistes en face se retrouvent avec rien. Hein? Ils se retrouvent avec rien. Et c'est ça qui nous amène finalement à la fin à la paix. Il y a des préalables à ça. Et donc, il y a des gens qui sont pressés. Il y a des gens qui sont pressés, qui ne sont jamais contents, mais finalement, on arrive... il y a des étapes pour arriver à quelque chose. OK? Donc, on nous dit, par exemple, ici, vous voyez, c'est ça. Rappelez-vous, ça ici, ces articles de journaux-là. Adolf Hitler aussi voulait ce que Donald Trump appelle la paix dans le Journal de Montréal. Rappelez-vous de ce texte infâme de Philippe Vincent Foisy. Il y a par exemple, Trump le pacificateur comme Hitler le chancelier de la paix.
Trump le pacificateur comme Hitler le chancelier de la paix. Lisez ce texte pour comprendre une fois pour toutes l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et les comparaisons qu'on peut tirer de la rhétorique avec Donald Trump. Et là, même pour Vladimir Poutine, this is a dictator, etc. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on a craqué l'opinion publique pendant 10 ans, en disant que Poutine était un dictateur, etc., que Trump était Hitler, etc., ce que tu veux, ce que je veux dire, c'est que, en fait, mon propos, c'est que le métalangage ou la métapolitique du sommet est beaucoup plus importante que ce qui s'est dit réellement. Et c'est rien dit de particulièrement important. Mais ce qui est important, c'est ça ici, c'est de réhabiliter l'image, voir un Poutine souriant. Hein? Donc, voir un Poutine souriant comme ça montre que Poutine n'est pas une menace. Le voir aller dans tous les égards qui lui ont été témoignés, les avions et puis le tapis rouge et puis le fait qu'il embarque dans la voiture de Donald Trump montre que c'est quelqu'un à qui on peut parler, pas quelqu'un qui essaie d'envahir l'Europe. Cette image-là est symbolique puisqu'elle montre que Poutine est un interlocuteur crédible, quelqu'un qui ne veut pas la guerre, etc. Les images parlent plus que les mots, c'est ça que je veux dire, et c'est souvent le cas avec Donald Trump. J'ai expliqué ça, les images parlent plus que les mots. Le marketing, le métalangage, la métapolitique du sommet, ce qu'il y a au-delà de l'événementiel, hein, est beaucoup plus important que ce qui est dit exactement. Donc, et là, je vous montre aussi une image de Vladimir Poutine qui était tout content de rencontrer Donald Trump. Regardez cette image-là à la fin, il se quitte à la fin du sommet, il se quitte, et regardez là Poutine en train de se balancer sur ses jambes. Il n'est jamais capable de vraiment cacher ses émotions lorsqu'il est avec Donald Trump. Il est toujours très, très, très souriant. Il le trouve probablement génial. Si les services secrets russes ont écouté un tant soit peu Radio-Québec, ils connaissent les stratégies de Trump et le billard à quatre bandes, et ce qui doit être absolument plaisant pour l'esprit d'un ancien agent du KGB. Regardez les jambes de Poutine. Un partenaire d'affaires, pas un dictateur, mais un partenaire d'affaires, quelqu'un de confiance, etc., etc. Et donc, c'est dans ce sens-là que Robert Fico dit « Le sommet Trump-Poutine a effacé les récits occidentaux selon le chef de cet État de l'UE. » OK? Voilà. Donc, maintenant, en termes de sens, la raison pour laquelle tout le monde panique et ils se sont tous dépêchés pour faire partie de la discussion. C'est qu'on a l'impression, encore une fois, que qu'on est face à un grand changement historique. Il y a eu initialement la guerre froide, 1945, 1991. En 1991, il y a les accords entre Gorbatchev et Reagan. Vous les avez ici. Il y a la signature de beaucoup de traités qui, finalement, vont mettre un terme, vont conduire à la fin de l'URSS. C'est ce que j'ai expliqué dans le 21e siècle avec Donald Trump aussi. Donald Trump qui... voilà, vous le voyez ici avec Reagan. Donc, c'est cette époque-là qui a été marquante pour Donald Trump, avec son conseiller Roger Stone, etc. Et Trump qui voulait être le Reagan du 21e siècle. Maintenant, de 1991 à 2025, on arrive au monde unipolaire. Le mur de Berlin tombe, l'URSS se décompose en plusieurs... La Russie émerge et il y a une constellation d'États. Le pacte de Varsovie implose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand on a vu ça au début de la guerre avec l'Ukraine, quand il y a eu les négociations entre l'OTAN et le pacte de Varsovie pour le démantèlement de l'URSS, les Occidentaux ont donné des garanties à la Russie. Ils ont dit l'OTAN ne prendra pas d'expansion. J'ai montré les documents. Ces documents-là sont disponibles. Je ne sais pas pourquoi les médias cachent ça. C'est des documents universitaires, des coupures de journaux, des mémos d'ambassadeurs, tout ce qu'il y a de réel qui montre que des notes prises par Shevardnadze, le ministre des Affaires étrangères aussi à l'époque, qui confirment que les Occidentaux avaient dit qu'il n'allait pas avoir d'expansion de l'OTAN après la chute du mur de Berlin. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme 3-4 vagues successives d'expansion de l'OTAN.
jusqu'à l'Ukraine. C'est ce qui nous a amené à ce conflit-là. Et donc, la période de 1991 jusqu'à 2025, parce que ce sommet-là ici clore la période du monde unipolaire, 91-2025, a été marquée par la domination américaine essentiellement. Hein. Donc, l'avènement de ce qu'ils ont essayé de mettre en place que George Bush appelait « a New World Order hein. ». La façon d'arriver à mettre en place un nouvel ordre mondial, ça a été décrit dans le livre de Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, le grand échiquier, et dans le livre de Brzezinski qui était conseiller à la sécurité nationale de Carter, mais qui a eu aussi d'autres fonctions dans diverses administrations, qui était le Henry Kissinger de la fin du 20e siècle. Et donc, l'objectif pour arriver à un nouvel ordre mondial, c'était évidemment de faire tomber la Russie. Si on prenait le contrôle de la Russie, de l'Eurasie, j'ai expliqué ça en géopolitique, là, je l'ai même expliqué avec Idriss Aberkan dans son émission, c'est-à-dire que qui prend le contrôle de l'Eurasie contrôle le monde. Et pour arriver à prendre le contrôle de l'Eurasie, il fallait faire tomber l'Ukraine, d'où les investissements américains de milliards de dollars en Ukraine pour des groupes pro-démocratie dès la chute de l'URSS et les investissements aussi, le financement par la suite des groupes paramilitaires néo-nazis, notamment par Chrystia Freeland, le Canada, etc. Le Canada a joué un rôle énorme là-dedans dans le financement des néo-nazis en Ukraine. Mais tout ça pour dire que c'est ça. La fin de l'Ukraine, l'Ukraine est importante là-dedans parce qu'elle, justement, elle met fin au projet du nouvel ordre mondial, essentiellement, parce que ça passait par l'Ukraine. Et là, on se retrouve dans un monde complètement nouveau, un monde tripolaire qui commence avec le sommet d'Alaska, Trump-Poutine. On n'est plus du tout... et aussi cette rencontre avec Xi à la Cité interdite, le seul président américain qui a été reçu à la Cité interdite. Donc, en termes de tranche historique, c'est ça. Donc, guerre froide, 1945-1991. Les États-Unis et la Russie se combattent par pays interposés, c'est ce qu'on appelle la guerre froide. Il n'y a pas de confrontation directe, etc. La Russie désarme et se décompose, et les États-Unis les Occidentaux donnent des garanties qu'ils ne respectent pas et encerclent la Russie avec des bases un peu partout. Et différentes phases successives de l'expansion de l'OTAN. Et l'Ukraine est le pays pivot, justement, pour contrôler la Russie, puisque toutes les pipelines passent par là, toutes les routes passent par là, etc. C'est un pays géostratégiquement très important. Et d'où la guerre en Ukraine, et c'est pour ça que BHL et tout ça sont hors d'eux, et pour la raison pour laquelle aussi ils veulent continuer la guerre en Ukraine, parce qu'un échec en Ukraine, c'est la fin de leur projet. Tu sais, quand on demande « c'est quoi ton projet ?» C'était le contrôle de l'Ukraine. Et là, on arrive à, justement, ce sommet-là, c'est redondant, je commence à me répéter, là, mais ce sommet-là marque, comme le sommet de Yalta, un changement complet dans les tranches historiques. L'avènement d'un monde tripolaire, voilà. Donc, ils nous disent, donc c'est essentiellement ça que je voulais dire. Les préalables, c'est le démantèlement de cette histoire de collusion avec la Russie, parce que si Trump est un agent russe, ben le sommet n'est pas possible. Il faut montrer que les médias mentent, etc., etc. Après ça, réhabilitation, Tucker Carlson, etc., qui nous amène à la paix. Voilà. Ils nous font croire, évidemment, si on regarde ça comme il faut, là, on nous fait croire que c'est essentiellement les démocraties occidentales contre l'autoritarisme, c'est toujours ça. Hein, mais la question qu'on aimerait poser à ces gens-là, c'est exactement qu'est-ce qu'ils entendent par démocratie occidentale. Hein? Les démocraties occidentales sont les pays, on pourrait les caractériser comme ça. Là. Si vous voulez, on caractérise les pays du G7 là, ou les pays de l'OTAN, de la zone atlantique, etc. C'est des pays où il n'y a aucune souveraineté économique ni politique. Les pays sont contrôlés par la dette. Donc, les politiciens n'ont pas de marge de manœuvre, ils sont pas... les marchés financiers, les banquiers internationaux, etc., ont énormément de poids dans la prise de décision. On impose aux politiciens des volontés
des marchés financiers, du système bancaire international, etc., de sorte que ces pays-là sont dirigés par procuration au profit d'intérêts technocratiques internationaux. Pensez aux villes C40, le fait que la transformation de nos villes de façon totalement antidémocratique, sans jamais avoir parlé à la population des projets qui étaient, normalement, dans une élection, tu dis, ben, on veut faire ça, on veut transformer la ville comme ça, on veut mettre des pistes cyclables partout, retirer des milliers, des milliers, des milliers de places de stationnement, rendre la vie difficile aux automobilistes, c'est ça notre projet. Et ils font jamais ça, et donc ils mentent, ils se font élire sur des trucs complètement bidons. Et après ça, sont invités dans les colloques internationaux et appliquent des politiques dont les citoyens n'ont jamais été informés et sur lesquels ils n'ont jamais voté. Même chose avec le Forum économique mondial, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont des organisations comme des compagnies comme McKinsey qui gèrent les pays, qui disent au gouvernement quoi faire, comme on l'a vu durant la crise de la COVID, qui reçoivent des contrats et tout et tout. Et la population, est-ce qu'on est réellement en démocratie? Est-ce qu'on est réellement en démocratie quand c'est McKinsey qui décide tout? Donc, on impose, ce sont des pays aussi où on impose agressivement le dogme de l'ouverture à ses citoyens. Ce sont des pays qui impose le dogme de l'ouverture des frontières, l'immigration de masse, l'ouverture sexuelle aussi, genre, tu sais, on doit accepter tout et n'importe quoi. C'est des pays, finalement, où il n'y a plus, il y a plus d'identité. On essaie de brouiller les identités, les concepts binaires, intérieur, extérieur, homme, femme, enfants, parents, etc. Et donc, c'est des pays, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, finalement, les pays occidentaux, là, hein, c'est des pays qui sont sur une ligne un peu baphométienne. C'est-à-dire, j'utilise ça ici, pas littéralement au sens de satanisme, mais au sens de qu'on fait sauter toutes les barrières, toutes les distinctions, et on détruit la grammaire, finalement. Et après, on se demande comment ça se fait que les gens ont des problèmes mentaux. Ben oui, il n'y a plus de catégorisation du monde. La catégorisation du monde, ça sert à avoir des repères, puis à vivre dans un monde stable. Et là, on fait sauter ça, et on se demande pourquoi il y a des problèmes de consommation de médicaments, des problèmes mentaux, et puis pourquoi les gens sont déprimés et tout. Ben, c'est parce idéologiquement, on fait sauter toutes les barrières au nom de l'ouverture. L'ouverture, hein, le dogme de l'ouverture, qui est un des dogmes de la Open Society. La Open Society, ça sert à... C'est justement ça, de George Soros, c'est l'ouverture, c'est le dogme de l'ouverture. J'en ai parlé dans Alligator Alcatraz, etc. Et lorsqu'une cellule n'est pas capable, par exemple, au niveau biologique, il y a comment je pourrais dire... des parallèles à faire entre certaines réalités biologiques et des réalités sociales. Hein. Pas toujours, ça ne matche pas parfaitement, mais il y a quand même des fois et même souvent des parallèles entre des réalités biologiques et des réalités sociales. Et par exemple, la cellule, à partir du moment où est-ce qu'on enlève la membrane, c'est-à-dire la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, la cellule meurt. C'est la même chose avec les sociétés, puis c'est la même chose avec la distinction homme-femme, etc. C'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire que ces distinctions linguistiques et politiques sont nécessaires pour avoir un monde organisé, stable, intelligible, etc. Mais on fait tout sauter ça dans les pays occidentaux, donc ce sont aussi des goulags subtils de propagande non-stop et de surveillance et de censure, on le sait, avec la télévision, même à l'école, etc. On a juste à voir en termes de propagande et tout ça, ce que les médias ont, le rôle des médias dans le Obamagate, etc. Après ça, manipulation, je veux passer rapidement, c'est pas ça l'objectif ici, là, aujourd'hui, mais manipulation des élections, fraude électorale, rappelez-vous, je fais juste un petit rappel, les votes qui disparaissent de Marine Le Pen, aussi les élections qui sautent en Roumanie, ils annulent les élections, quand ça va mal pour eux, ils annulent les élections, ils disqualifient un candidat, etc., sur la base de faux prétextes et tout. Donc, est-ce qu'on est réellement dans des démocraties? Donc, c'est juste ça, c'est-à-dire je veux, encore une fois, qu'on réfléchisse ici, lorsque les gens nous disent, les gens avec qui on argumente sur Internet, là, genre Trump est un dictateur ou, je veux dire, Poutine est un dictateur, etc., etc. Êtes-vous réellement sûr qu'on est dans des démocraties ici, là, sur la base de quoi on parle essentiellement, tu vois? Donc, est-ce qu'il y a réellement un système qui a le haut du pavé moral? Or, ce n'était pas nécessairement comme ça il y a 30-40 ans. Avant le 11 septembre, là, on avait un sens, les choses étaient bien différentes. On est rendu très, très, très loin. Et ça c'est assez...
Ça s'est accentué depuis. Voilà. Donc, je voulais juste aussi revenir. Donc, il semble bien que Trump et Poutine s'entendent super bien, que Poutine n'est pas le monstre qu'on nous dit, etc. Et là, j'aimerais revenir sur, je voudrais juste montrer comme, encore une fois, euh, quand on nous disait, par exemple, lorsque Bachar el-Assad a quitté la Syrie, parce qu'il n'a pas été expulsé de la Syrie, il a quitté la Syrie, c'est ce que j'ai expliqué dans le web journal, dans le cadre d'une entente régionale, dans le web journal Le Lion. Et là, les géopoliticiens de plateau nous disaient que c'était la CIA qui avait fait un coup en Syrie. Pensez-vous réellement que la CIA, dans le cadre de ces négociations-là, que la CIA aurait fait un coup comme ça? La réponse que je disais à l'époque, évidemment, c'était non, que c'était pas possible de différentes façons, notamment à cause de toutes les impossibilités. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais aussi le fait que, ce que j'expliquais, c'est que la Russie ne perdait pas ses bases là-bas. Donc, dans le Lion d'Isère, je disais, apparemment, c'est un coup de la CIA, mais la Russie garderait ses bases en Syrie. Comment est-ce possible? Et c'est exactement ce qui est sorti, en fait, ce qu'on voit depuis, c'est-à-dire la Syrie veut la Russie à ses côtés. Ça, c'est le nouveau gouvernement. Donc, la Syrie veut la Russie à ses côtés lors de la première visite du gouvernement à Moscou. Donc, les Syriens se sont rendus à Moscou et finalement, ils veulent garder la Russie en Syrie. Et donc, la Russie conserve sa base de Khmeimim dans le nord de la Syrie, dans le Lataké. Et puis, même chose avec la base de Tartouz. Ouais. Et donc, c'est ça, encore une fois, je voulais juste, encore une fois, que les gens qui nous disent qu'il y a cette espèce de guerre entre les États-Unis et la Russie et que la CIA fait ci, la CIA fait ça et que ce coup d'État n'aurait jamais été possible. Comment dire? Ce coup d'État n'aurait jamais été possible sans l'approbation de Donald Trump. Or, les deux s'entendent, Trump et Poutine s'entendent, les deux s'entendent et se dirigent vers la paix. Et ça, c'est plutôt dans une logique de la guerre froide. Ce que je veux montrer, c'est que la logique de la guerre froide n'existe plus. Et donc, il faut interpréter les événements à l'aune de l'entente Trump-Poutine et de ce qu'ils veulent accomplir. Ils veulent s'entendre pour la paix et non continuer la logique de la guerre froide. Là, je m'adresse à des géopoliticiens qui ne semblent pas avoir reçu le mémo. Voilà, donc on va continuer avec ça ici maintenant. BlackRock. Ici, Larry Fink, une nouvelle intéressante. Larry Fink qui devient le directeur intermédiaire du Forum économique mondial. Et là, encore une fois, c'est ça, les gens ont beaucoup écrit. Il y a plusieurs commentateurs sur X et sur d'autres plateformes YouTube qui disent « Hey, Alexis, BlackRock, comment ça se fait que Trump laisse faire ça, etc. » Et donc, on va regarder ça ici pour comprendre, encore une fois, de la façon dont Trump opère. La guerre vient de prendre officieusement fin en Ukraine aussi. C'est à peu près ça, oui. Elle devient de plus en plus difficile. La guerre n'était possible qu'en diabolisant Poutine. La guerre, en termes de propagande, la guerre n'est possible que s'il y a réellement un monstre à nos portes. Vous comprenez, c'est ça le but du sommet. Le but du sommet, toute la rhétorique de guerre dans le genre il faut s'armer, ça prend une défense européenne, Poutine va envahir la Lettonie et les pays baltes, après ça c'est la Pologne, les missiles russes sont pointés sur Paris et tout ça. Cette rhétorique ridicule-là, cette propagande de guerre ne fonctionne que si Poutine est quelqu'un d'irrationnel et un monstre. Et à partir du moment où est-ce que tu vois un Poutine souriant dans la même limousine que Donald Trump qui lui serre la main puis que les deux sont comme des vieux amis, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas d'invasion de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a une panique dans le camp d'en face et parce que la rhétorique de guerre ne fonctionnera plus. C'était ça l'objectif du sommet. C'était pas de signer une entente de paix, c'était de couper, saper la rhétorique de guerre, saper les bases, c'est ce que Robert Fico a dit, les bases de la propagande qui justifient la guerre sans fin. On s'entend-tu? C'est juste ça que je voulais préciser. Là. Je m'exprime mal aujourd'hui.
OK? Mon jupon dépasse derrière toi, Alex Cossette-Trudel. OK? Donc, c'est du marketing politique. C'est une opération, c'est pas un sommet de la paix, comme a dit BHN. C'était du marketing politique. Donc, ici, en tout cas, ça, c'était pour... Maintenant, au sujet de Larry Fink. Donc, Larry Fink, le président de BlackRock, nommé coprésident par intérim du Forum économique mondial. Et là, ça veut dire que, imaginez, là, on est dans la merde, le BlackRock qui embarque... on sait qu'est-ce que le Forum économique mondial fait. Et Larry Fink, PDG de BlackRock, nommé coprésident par intérim du Forum économique mondial. OK? Et donc, là, je vais vous lire des articles qui montrent que, encore une fois, exactement comme avec le pape, j'ai dit que le pape, l'ancien pape, quand J.D. Vance est allé rencontrer le pape, il a passé 17 minutes au Vatican et le pape est décédé et genre, c'était quoi exactement? C'était 17 jours plus tard. 17 jours plus tard, il y a comme un autre pape qui est nommé. Dans le cas de Vatican, j'ai expliqué que Trump mettait un pape au Vatican qui était plus en accord avec son idéologie, c'est-à-dire on remplace Bergoglio, qui était, lui, sur la ligne de Justin Trudeau et de Macron, qui était comme un pape mondialiste, qui était là pour valider le mondialisme, ouvrir les frontières, etc. Et là, on met un pape. J'avais dit que quand tu changes de politique, tu changes d'époque et de politique, tu as besoin aussi d'une caution morale. Et donc, tu veux mettre le pape, un pape qui va... et là, c'était le pape de l'intelligence artificielle avec les mathématiques et tout. Rappelez-vous de tout ça, là. Donc, Trump qui mettait en place, d'une certaine façon, son pape. J'avais montré les articles de journaux qui expliquaient comment la CIA avait ses entrées au Vatican et tout et tout. Et donc, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un parallèle à faire avec Larry Fink. Donc, c'est encore une fois sur la ligne de, au lieu que j'ai expliqué dans Trumpologie 105, ce que vous voyez avec Larry Fink, là, c'est exactement sur la ligne du code Trump de ce que j'ai expliqué dans Trumpologie 105, comme avec Robert Mueller. Au lieu de détruire un agent du Marais, tu le retournes en ta faveur. On se rappelle de ça? Quelqu'un dit, c'est clair que Poutine n'est pas méchant, mais c'est pas clair pour tout le monde. C'est pas clair pour monsieur et madame tout le monde, là. OK? Et donc, c'est exactement comme Robert Mueller, comme plusieurs de ses ennemis, des gens, j'avais expliqué ça avec William Barr qui était l'avocat, le ministre de la Justice chez Bush père, et etc. Et Robert Mueller qui était le directeur du FBI lors du 11 septembre. Au lieu de les détruire, de les exposer, de sortir le dossier de Robert Mueller et le dossier de Bill Barr pour les faire écrouer, au contraire, tu agis de façon très, très, très subtile, puis tu les rencontres, puis tu dis, ouais, ben regarde, j'ai ce dossier-là, maintenant tu vas faire ce que je veux. Et donc je me rappelle plus c'était quel point du code Trump, là, mais c'est le fait de retourner ses ennemis au lieu de les détruire. OK? Et donc, regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé avec BlackRock, qui était, oui, on pourrait dire presque une menace pour l'économie de marché. C'est pas juste une menace à la démocratie, mais c'est une menace à l'économie de marché. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut détruire BlackRock ou on peut retourner, se servir de BlackRock pour faire avancer les intérêts nationaux des États-Unis, la sécurité nationale, etc. Et donc, rappelez-vous quand BlackRock a décidé de sortir de toutes ces saloperies de ESG, là, les cotes pour les trucs LGBTQ, les énergies vertes, le climat, etc. Donc, l'égalité, l'ouverture des frontières et tout ça. Il y avait, BlackRock pilotait ça. C'est BlackRock qui avait mis cette cote-là qui imposait aux compagnies d'avoir des politiques LGBTQ, des politiques vertes, de climat, de net zéro pour recevoir des prêts. Si vous voulez emprunter à une banque, BlackRock imposait des trucs comme c'est BlackRock, State Street, Vanguard, etc. Il y avait ces trucs. Et là, BlackRock qui est complètement sorti de ça. Et si BlackRock quitte l'opération Coalition Net Zéro et affirme que cette décision ne changera pas sa gestion des investissements. Donc, c'est fini le net zéro, fini le ESG, etc. Mais plus loin. Donc, là, j'ai vu aussi des vidéos qui disaient, ouais, pourquoi BlackRock
Trump a demandé à BlackRock le Panama, etc. Mais là, regardez un peu, regardez aussi l'opération. Donc, il faut lire un peu, il faut regarder ces articles. Climate Capital. Alors que le chaos s'installait encore au cours de la 6e semaine de l'administration Trump, une lueur d'espoir rare et inhabituelle est apparue. Larry Fink, PDG de BlackRock, a créé la surprise en offrant au président Trump une rare victoire. Après un mois de négociations acharnées en coulisses, l'investisseur le plus puissant au monde a convaincu le magnat le plus riche de Hong Kong et le président Trump de lui permettre d'acquérir les 2 ports situés aux extrémités opposées du canal de Panama. La clé de cet accord réside dans une relation de plus de 40 ans nouée par Larry Fink et Donald Trump alors qu'ils étaient jeunes entrepreneurs à New York. En un clin d'œil, Fink a aidé le président à sauver la face à la Chine et a permis à Trump de reprendre le canal sans coup férir, sans tirer de coup de feu ou sans coup férir. Donc, Trump était si satisfait qu'il a cité l'accord cette semaine dans son discours au Congrès. Plus important encore, pour Fink, cet accord a redonné à BlackRock les bonnes grâces de l'administration la plus vindicative depuis. Donc, en fait, Trump a utilisé BlackRock pour reprendre le canal de Panama. Les ports situés aux 2 extrémités du canal de Panama étaient gérés par une compagnie qui était contrôlée par la Chine. Et ce que BlackRock a fait, c'est qu'à travers des négociations, ils ont racheté ces 2 ports-là à la compagnie de Hong Kong. Donc, ils ont retiré à la Chine le contrôle du canal de Panama. C'est ce que Trump voulait. Vous avez ici, donc, encore une fois, je continue. Larry Fink de BlackRock rejoint subitement le cercle intime de Trump. Comment en est-il arrivé là? Le 17 mars, Larry Fink a rencontré Trump à la Maison-Blanche après avoir remporté une victoire massive pour l'administration. Le nouvel accord de BlackRock pour acheter les ports aux 2 extrémités du canal de Panama à une société de Hong Kong. Trump a invité Elon Musk, le vice-président de J.D. Vance et le conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz, pour une discussion à huis clos qui a duré plus d'1 heure. L'accord sur le canal est une question de pouvoir. La Chine affirme que cette transaction restreindrait les échanges commerciaux et transformerait le canal de Panama en une arme politique américaine. Ce que Larry Fink a fait, c'est qu'il a fait de la volonté de Donald Trump. Quand Donald Trump est arrivé là, il a dit « Je veux reprendre le canal de Panama, je veux le Groenland, je veux le Canada, je veux le canal de Panama. » Et là, évidemment, il y a la rencontre à la Maison-Blanche, mais ça s'est discuté au téléphone avant. Il a demandé à Larry Fink, avec tes milliards et tes milliards de capital, achète et tes contacts, ton réseau de contacts, achète les 2 compagnies chinoises. Et puis, ça a peut-être même été négocié avec la Chine. C'est BlackRock qui lui a permis ça, tu vois. Et donc, il s'est servi de BlackRock pour reprendre le contrôle du canal de Panama et le transformer, comme dit la Chine, en une arme politique américaine. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais Trump y voit une tentative d'affaiblir le contrôle chinois sur les infrastructures mondiales. Le président apprécie tous les efforts des entreprises américaines pour... OK? Il y a ça aussi, ce segment-là ici. En 2023, l'entreprise a investi 12,5 milliards de dollars dans Global Infrastructure Partners. Donc, ça a commencé un petit peu avant l'arrivée de Trump. Encore une fois, c'est probablement des coups de téléphone. Donc, en 2023, l'entreprise a investi 12,5 milliards de dollars dans Global Infrastructure Partners, une société qui contrôle des aéroports, des chemins de fer, des centres de données, etc. Et ensuite a investi 12 milliards dans HPS Investissement Partners, une société de crédit privé. Il s'agissait des plus importantes transactions de BlackRock depuis 15 ans. Tu sais, ça s'est préparé à l'avance, la reprise du canal de Panama. Elles ont donné à Larry Fink le pouvoir de faire exactement ce que Trump souhaitait. En 2023, Larry Fink a procédé aux plus gros investissements de la firme BlackRock en plus de 15 ans, qui ont permis à BlackRock et à Larry Fink, qui lui ont donné le pouvoir de faire exactement ce que Trump souhaitait. Prendre le contrôle des ports du canal de Panama à Seiki Hutchinson, une société liée à la Chine. OK? L'accord sur les ports est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire avant l'acquisition. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et donc, quand Larry Fink arrive et devient coprésident du Forum économique mondial, qu'est-ce que c'est?
Mais c'est encore une fois, c'est un homme de Trump, un homme que Trump connaît comme Mark Carney, tu sais, c'est des relations d'affaires, là. C'est bon avoir des relations d'affaires. Et donc, c'est comme Mark Carney qui va faire un peu ce que Trump veut, qui était beaucoup plus pragmatique que Pierre Poilievre. Et là, c'est Larry Fink et finalement un homme de Trump qui a fait ce que Trump voulait pour le canal de Panama, qui devient coprésident du Forum économique mondial. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? J'anticipe, là, mais ça veut probablement dire que le Forum économique mondial va se transformer comme institution. Donc, c'est exactement comme avec le Vatican, comme avec la plupart des institutions. Au lieu de détruire, tu rediriges, tu transformes. C'est ça, tu sais, dans les arts martiaux occidentaux, le judo, l'aïkido, etc. Quand l'ennemi essaie de te donner un coup, bien, tu bloques pas le coup directement comme ça, parce que sinon, de toute façon, tu prends l'impact, mais tu veux rediriger la force. J'ai montré ça à plein de reprises. Si tu sais, par exemple, qu'ils veulent qu'il y ait cette histoire de collusion avec la Russie, tu ne veux pas juste comme renvoyer le directeur du FBI et mettre un terme à ça, parce que là, tu as l'air juste d'essayer de tu produis de l'effet Streisand, les gens vont penser que tu es coupable. Tu veux rediriger ça sous ton contrôle. Même chose avec l'impeachment. J'ai expliqué ça chez Idriss Aberkan. Tu veux pas, si tu sais que le plan des démocrates, c'est de t'impeacher, de trouver une raison de te destituer, mais tu leur en donnes une, mais tu leur en donnes une frauduleuse qui ne fonctionnera pas. Tu leur donnes un pétard mouillé, tiens, essayez de me faire sauter. Et tu rediriges la force vers un cul-de-sac. C'est ce qu'ils ont fait, selon moi, avec Éric Duhem en 2022. Il y avait cette espèce de mouvement de contestation. Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans un cul-de-sac, puis on n'élaborera pas là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Éric Duhem. Mais même chose avec le Forum économique mondial. Donc, ils ont essayé de nous imposer, tu sais, les objectifs du développement durable, etc., etc. Et puis, les villes 15 minutes et tout ça, là, tu sais, toute la boîte mondialiste. Puis, au lieu de juste détruire le Forum économique mondial, tu sais, quand Klaus Schwab est parti, on s'est dit « Ah, c'est la fin du Forum économique ». Mais non, tu peux juste prendre le Forum économique mondial et utiliser le Forum économique mondial pour transformer complètement la mentalité des gens d'affaires, mais dans un autre sens. Est-ce que ça a du sens? Ça fit avec le code Trump. C'est ce qu'il a fait avec Bergoglio, là. Hein, tu le remplaces au lieu de, tu sais, puis tu l'exites, puis tu mets un homme à toi. Là, c'est la même chose que... Puis et tu rediriges un peu l'Église catholique. C'est un peu pompeux de dire ça, là, mais tu rediriges un peu l'Église catholique dans le sens de ce que tu veux, qui est favorable pour toi. C'est pas un contrôle total, là, mais tu mets quelqu'un qui est plus... même chose avec l'enquête Muller, même chose avec... etc., etc., etc. Et c'est fort probablement la même chose avec... le Forum économique mondial et BlackRock. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc, est-ce que ça a un sens? Voilà. OK? Et on va terminer finalement avec cette déclaration de Netanyahou sur le Grand Israël. Merde, je suis coincé. Pierre Hillard avait raison. Je ne veux pas être baveux. Tollé arabe après un entretien de Netanyahou évoquant le Grand Israël. Journaliste de I24, la chaîne israélienne, a demandé à Netanyahou s'il croyait au Grand Israël. Et là, Netanyahou a dit oui, je crois au Grand Israël. Tout à fait, a-t-il répondu, à 2 reprises. Et là, plusieurs pays arabes ont condamné les propos du premier ministre israélien, et puis donc, à commencer par l'Égypte et la Jordanie, qui sont ce sont des alliés de longue date. Hein. C'est les premiers qui ont signé la paix avec Israël, c'est l'Égypte et la Jordanie. Les pays avec qui l'Israël était entré initialement en guerre. Et donc, mais là, c'est ça, les gens, et puis là, tout le monde dit, ah, tu vois, mais encore une fois, Netanyahou est à la tête d'une coalition d'ultra-religieux qui croient à ça, puis qui, tu sais, c'est leur croyance et tout ça. Il peut pas se permettre, juste comme politiquement, il peut juste pas se permettre de dire non. Ça, c'est comme, il peut pas se permettre de dire non. Mais on doit prendre ça, par exemple, lorsque Trump dit qu'il va faire sauter la Corée du Nord et finalement, il va signer la main de la Corée, il va signer il va pas signer la paix. Il va serrer la main à Kim Jong-un. Et une des raisons pour laquelle, encore une fois, une autre petite parenthèse, pour laquelle il n'a pas encore signé la paix avec la Corée du Nord, il n'a pas encore signé la paix avec l'Iran, parce que l'Iran et la Corée du Nord
ces pays-là aussi ont été diabolisés pendant des années et des années. Et donc, encore une fois, il doit y avoir différentes étapes. Tu dois en premier serrer la paix, montrer que serrer la main. Je déparle aujourd'hui. Tu dois, encore une fois, travailler de façon progressive, c'est-à-dire montrer Kim Jong-un avec un sourire, lui serrer la main, montrer que c'est pas un dictateur qui n'est pas dangereux, que tu peux négocier avec lui, etc. Et je suis sûr que dans ce mandat-ci, on va voir un traité de paix avec la Corée du Nord. Même chose avec l'Iran, etc., qui a été diabolisé pendant 10 ans. Et plus que ça, les mollahs, les fous de Dieu, blablabla. Et là, il faut montrer que l'Iran est capable de tenir sa parole. Et puis là, éventuellement, ils vont inviter les représentants du gouvernement à la Maison-Blanche, etc. Et donc, par étapes, la signature d'un traité de paix, c'est à la fin. C'est c'est après une opération de marketing politique, quand tu as réhabilité l'image d'un leader ou d'un pays. OK? Et donc, là, c'est ça. C'est donc Netanyahou qui est à la tête d'une coalition d'ultra-religieux et qui. Mais comme je l'ai expliqué dans Trump et le Grand Israël, c'est pas quelque chose de possible et ça a été reconnu par Thierry Messant. Parce que les gens s'excitent, là. Ça a été reconnu par Thierry Messant et même par Youssef Indy, qu'on salue. On est des fois un petit peu dur avec lui, mais c'est juste pas possible. Et c'est en fait les accords d'Abraham et ce que Trump fait dans la région, la paix, le cessez-le-feu avec l'Iran et tout, la fin de la politique de changement de régime israélienne en Iran rend le Grand Israël impossible techniquement. Fait que ça peut exister comme une idée dans la tête des gens, tu sais. Tu sais, comme moi, je m'imagine aussi, là, des fois, genre, tu sais, 300 livres super musclés, genre, tu sais, c'est juste dans ma tête. En fait, j'ai un bide, puis tu sais, je suis comme. C'est pas important ce qu'il y a dans la tête des gens. Dans la réalité du terrain, c'est qu'Israël ne va pas attaquer genre 7, 8, 9 pays pour prendre du territoire. Ils ne sont même pas capables de prendre Gaza après 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir avec des insurgés, là, tu sais. La guérilla urbaine, puis avec tous les moyens, en envoyant toute la gomme, en bombardant autant que possible, sans discuter, comme en tirant à l'aveugle presque. Tu sais, ils sont pas capables. Et là, pensez juste, encore une fois, pensez juste au Caire. Imaginez, genre, tu sais, ça c'est Gaza, puis là, pensez les combats contre l'armée régulière égyptienne au Caire. Ou en Arabie Saoudite ou en Irak. Tu sais, imaginez ça, là, tu sais, les combats en Irak. C'est pas possible. Ça. Et en plus de ça, mais j'ai tout expliqué ça dans le web journal Trump et le Grand Israël. Ils ont rendu, ici, vous avez en bleu le Sinaï à l'Égypte. Ils se sont déjà rendus jusque de l'autre côté de l'Égypte, jusqu'au Nil. Et ils ont rendu toute cette gigantesque partie-là à l'Égypte. Ils ont rendu le sud Liban au Liban, alors qu'ils étaient aux portes de Beyrouth. Il n'y a pas cette idée de. Mais dans la tête de certains fanatiques, ça existe. Et finalement, donc, ce Trump a stabilisé la région avec les frontières et a rendu le Grand Israël impossible. Mais finalement, on chiale contre le Grand Israël, ça existe comme une trope dans la tête de certaines personnes, mais c'est pas si pire que ça. Là. Même si ça. C'est juste un peu de territoire chez les voisins. Ils sont quand même, comment je pourrais dire, modestes dans leur demande. C'est juste quelques territoires autour. Les chrétiens, par exemple, avec le retour du Christ, ça aussi, c'est une vision eschatologique. Le Grand Israël, c'est eschatologique. C'est pas juste là, quelques territoires, c'est la totalité du globe. Hein, les chrétiens pensent que Jésus va prendre la totalité du globe. Ça c'est controversé, comme, imaginez, qu'est-ce que les bouddhistes disent, les bouddhistes qui prient pour Trump, là, on a vu l'image, là. Les moines cambodgiens, les hindous, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Les gens, là, genre, tu sais, les tribus en Afrique, là, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Ils veulent garder leur religion, mais non, les chrétiens disent non, 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 toute la terre, c'est dans la croyance de tous les chrétiens, toute la terre va devenir, tu sais, sous le règne du retour du Christ. Il restera même pas un atoll. Comparé à ça, là, tu sais, il n'y a même pas un atoll qui ne sera pas contrôlé par cette espèce de règne de 1000 ans du Christ. C'est totalitaire en maudit, ça. Il n'y aura pas une seule fourmi laissée pour compte. Ça, c'est bien pire que n'importe quel comme récit de conquistador. Et puis, j'ai pensé à ça quand je pensais. Conquistador, c'est rien par rapport au retour du Christ. Là. C'est comme c'est la totalité de la terre. Et donc,
Je caricature, là. Ça me fait rire parce que, tu sais, encore une fois, mais est-ce que c'est possible? Tu sais, c'est pas possible, c'est un événement céleste, c'est pas pour tout de suite, mais dans la mentalité de... Puis de toute façon, je dis les chrétiens, puis c'est la même chose, les bouddhistes et les hindous ont la même chose, ont le même truc, le retour de Kalki, le dernier avatar de Vishnu, tu sais, qui vient de son cheval blanc avec son sabre, et puis genre un âge d'or de 1000 ans, c'est aussi chez les hindous, et c'est aussi chez les bouddhistes, avec le retour du dernier roi de Shambhala. Shambhala, qui est cette espèce de royaume mythique, qui est un peu comme la Jérusalem céleste, on pourrait dire. Et donc, le dernier roi de Shambhala revient par les nuages, comme ça, sur un cheval. Même chose, c'est le même récit pour un âge d'or de 1000 ans. C'est le même récit, c'est les bouddhistes chez les hindous, etc. Donc, je ne veux pas stigmatiser les chrétiens. Les bouddhistes aussi sont des écœurants. Mais c'est ça, Israël, c'est juste ce que je veux dire, c'est, je vais essayer de rapper ça, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est finalement très modeste comparé à ce que les hindous, les bouddhistes et les chrétiens nous annoncent, un règne total sur toute la terre et dans leur eschatologie. Donc, l'eschatologie israélienne est fou. OK, on va arrêter ça là. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, on comprend, donc BlackRock, c'est un allié de Trump qui va détourner le Forum économique mondial, le Forum économique mondial va cesser d'être un ennemi de l'humanité. Ça va être redirigé par quelqu'un qui a aidé Trump, OK, qui travaille pour Trump et qui l'a aidé à reprendre le contrôle du canal de Panama. Le sommet en Alaska, c'était une opération de marketing politique afin d'adoucir l'image de Vladimir Poutine. Il y avait comme qui marque la fin d'une époque, c'est-à-dire la fin de l'ère unipolaire américaine. On entre dans l'ère multipolaire où la Russie redevient un partenaire. Ça ne sera pas multipolaire. Il y a différentes façons d'avoir un système multipolaire. Tu peux avoir un système multipolaire ou conflictuel, puis tu vas avoir un système multipolaire plus harmonieux. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la bonne version, c'est-à-dire qu'on s'en va vers un système multipolaire harmonieux. Pas un système multipolaire conflictuel. On était dans un système unipolaire conflictuel, et là, on s'en va vers un système multipolaire harmonieux. J'aurais dû dire ça dès le début du web journal. Ça aurait été tellement plus intéressant. Et donc, c'est ça. Marketing politique, adoucir l'image de Vladimir Poutine et montrer au monde que ce n'est pas quelqu'un qui va attaquer l'Europe. Donc, défaire toute la propagande de guerre depuis 10 ans. OK? Poutine va attaquer l'Europe. Combien de fois on a entendu ça sur les plateaux, là? Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On vous remercie. C'est l'été. L'été, c'est toujours compliqué côté financement. Les gens sont en vacances, etc., etc. On a d'autres chats à fouetter, mais nous, on maintient le fort et on veut juste rappeler aux gens, imaginez juste l'ensemble du travail accompli depuis le début, pas seulement au niveau de Trump. Hein, Radio-Québec, c'est pas seulement l'explication du code Trump et de la façon dont il opère, mais c'est aussi tout ce qu'on a fait durant la pandémie. Rappelez-vous, hein, c'est monter au front quand c'est difficile. C'est ça qu'on fait, Radio-Québec, et c'est important de nous soutenir à cause de ça. On a déconstruit toute cette, avec Climat 101, 102, 103, cette histoire de changement climatique. On montre en géopolitique, on s'en va pas vers la Troisième Guerre mondiale, toutes les stratégies géopolitiques mondiales, etc. C'est tellement riche finalement, d'analyse Radio-Québec et d'analyses qui vont à contre-courant, puis qui sont super pertinentes, qui donnent à réfléchir, etc., qui changent la vie des gens. Et donc, encore une fois, si vous avez jamais contribué, il y en a qui le font et puis qui l'ont fait, et puis on vous remercie du fond du cœur, comme font les Chinois, là. Et si vous ne l'avez jamais fait, si ça a changé votre vie, si ça ouvre vos horizons, change les perspectives, si ça... Ben, pensez à nous, le 99% qui regardent, c'est toujours là-dedans, c'est toujours vers eux qu'on se tourne. Si ça fait genre, vous nous aviez appuyé durant la COVID, et puis là, maintenant, ça fait super longtemps, vous revenez à Radio-Québec, ah, Alexis est toujours là, les analyses pertinentes, pensez à nous, pensez à nous. Ouais? Mettons ça comme ça, voilà.
Parce que ouais, c'est ça, quand ça fonctionne pas, tu sais, on peut avoir toute la bonne volonté du monde. Financièrement, quand ça fonctionne pas, ça alourdit le processus et éventuellement jusqu'à le... En tout cas, allons-y comme ça. Voilà. Surtout qu'on est hyper critiqué depuis un mois et demi, là. On est les vidéos, l'espèce de montage avec moi qui parle, et puis là, j'en ai vu un là, où est-ce que je fais des signes comme ça, où est-ce que j'ai le bracelet rouge, où est-ce que c'est presque comme s'ils me font le truc avec un œil, là. Les gens partagent ça, c'est comme, tu regardes les comptes, des fois, c'est des comptes, ça fait juste 2 mois qu'ils sont sur Twitter. Comment ça se fait que ça fait 2 mois qu'il est sur Twitter, mais il partage des affaires, genre les arrestations s'en viennent, et puis tu me connaissais même pas il y a 2 mois, là, puis là, tu me parles des affaires de 2018, et puis il y a comme une recrudescence, on dirait. Il y a une panique de la part de l'État profond. On est ciblé, il y a probablement d'autres personnes qui sont ciblées. J'aimerais pouvoir prendre des comptes, tu sais, puis faire comme une espèce de compte-rendu de la désinformation sur X. Mais vous aimez pas ça, vous aimez pas ça quand je fais ça, tu sais, quand je cible un compte, je regarde, elle, là, tu sais, regarde, mensonge 1, 2, 3, regarde, tu sais, c'est de la désinformation et puis c'est de la bullshit, etc. Vous aimez pas ça quand vous préférez que je sois comme harmonieux. Je pourrais le faire, je pourrais prendre des comptes puis dire genre, tu sais, d'où est-ce que tu as pris ça? Tu penses-tu réellement ce que tu dis? Genre, as-tu comme réfléchi 30 secondes là, à tes affaires et puis tu n'as pas pris en compte tout ça, là, non? Tu fais juste comme de la désinfo comme ça sans réfléchir, premier degré et tout, là. Mais je le ferai pas. On a d'autres chats à fouetter, exactement. Vous me préférez tripolaire harmonieux. C'est vrai que je suis un peu tripolaire, là. Je suis comme. Surtout dans mon bain, là, quand je prépare le web journal, là, je suis comme. Je suis très tripolaire, là. Je suis comme, il y a différentes personnalités qui s'affrontent, là. Ah, non, oui. OK. Ouais, mais dans le bouddhisme, Maitreya, le Bouddha du futur, ouais, sauf que Maitreya vient comme. Maitreya vient pas comme genre dans 100 ans, 1000 ans, etc. Maitreya vient dans très, 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 très long. Il y a une première destruction complète du monde. Donc, il y a comme genre, dans le bouddhisme, là, il y a comme le dernier roi de Shambhala qui revient, là, Jérusalem céleste, blablabla, sur son cheval avec la triple couronne, blabla. Puis il y a un âge d'or de 1000 ans, puis après ça, ça recommence. Après le 1000 ans, ça recommence à dégénérer, ça recommence à dégénérer. Il y a une destruction, puis Maitreya arrive longtemps, longtemps après, là, longtemps après. Il y a différentes versions, là, mais c'est pas. Il arrive dans une nouvelle phase de l'humanité, là, longtemps après. Là. C'est en tout cas pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Même. OK. Il y a des gens qui disent que je devrais démolir des comptes. Non. Parce que les gens. Des fois, je suis sévère sur X, là, je suis comme très sec. Ah, juste mentionner comme ça. Des fois, sur X, je suis sec, et puis je vais répondre, puis je vais juste comme envoyer quelqu'un promener, puis je vais couper court, puis je vais le bloquer. Ou, pensez, parce que je suis sur les réseaux sociaux minimum 12 heures par jour, des fois c'est 16 heures par jour. Et là, pensez-vous dans votre situation. Là. Vous avez votre travail au bureau, quelque chose comme ça. Et là, quand genre la collègue de bureau t'envoie promener, là, genre un mardi matin, ben, ça te reste dans la tête toute la journée. De sorte que toute la journée, tu es comme frustré parce que ce qu'elle a dit le matin, là tu arrives à la maison, puis tu dis à ton chum ou à ton mari, ben, tu lui en parles tellement que ça t'a fait chier, etc. Ben, des événements comme ça, où est-ce que tu te fais comme insulter, puis tu te fais, tu sais, comme... Il y en a des dizaines et des dizaines par jour. Oui, c'est ma job, mais c'est comme, imaginez la quantité de négativité qu'on reçoit des personnes qui arrivent avec des trucs cyniques, tu sais, genre... avec, tu sais, comme l'espèce de hauteur dédaigneuse, et puis, ou bien non, tu te trompes complètement. Quand un tweet commence par faux, tu sais, genre, tu es sur ton sel, là, tu sais, à un feu rouge, là, puis là, genre, tu penses que tu expliques quelque chose d'intéressant, puis là, quelqu'un arrive faux. Puis là, c'est comme, ça fait un, deux. Ce que je veux dire, c'est que
même les plus petites remarques désobligeantes vous affectent massivement dans votre vie à vous quotidienne. Être sur les réseaux sociaux, c'est insupportable. Puis c'est pour ça que il y a plein de, je voyais plein de personnes qui disaient, ah, tu sais, un tel bloque beaucoup, un autre tel, lui est toujours en train de bloquer. Ben oui, on peut pas survivre si on bloque pas. Ou répondre sèchement. Des fois, tu as juste envie de, tu sais, ça fait du bien, je m'excuse. On peut pas être des saints. Je suis désolé, là, cette image-là d'Alexis, tu sais, comme Saint-Alexis, ça n'existe pas. Là, je suis pas, tu sais, dans les web journaux, je suis beaucoup plus décontracté parce que tu sais, je suis avec vous, j'ai le chat, je suis comme. Mais c'est pas la même chose sur les réseaux sociaux. La plupart des gens qui commentent négativement ne regardent pas les web journaux. 90% des auditeurs de Radio-Québec connaissent c'est quoi la ligne Radio-Québec, comprennent un peu ce que j'explique depuis des années, on voit les régularités. Mais souvent sur Twitter, tu sais, tu te fais un tweet, puis c'est comme genre un gars qui t'a jamais vu, lui, des personnes ont retweeté, puis lui, c'est apparu sur son fil, puis là, il te rentre dedans. Tu sais, fait que tu en as un deuxième, puis un troisième, puis un cinquième, etc. À la fin de la journée, des fois, c'est juste comme, tu as juste envie de sortir le shotgun, puis comme, tu sais, bang, 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 puis c'est comme, tu sais, bloc, 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 et puis merci, à la prochaine. Puis après ça, c'est évidemment, c'est les insatisfaits, c'est genre, ils bloquent tout le monde, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est ah, ta gueule. OK, je suis juste, OK, voilà. Vous devez comprendre, soyez comme. Ma gang, c'est les gens qui regardent le web journal. C'est pas tout le monde sur Twitter. Là. J'ai pas vocation à être gentil avec tout le monde. J'essaie d'être gentil avec les gens qui écoutent le web journal. OK, voilà. On doit se mettre des limites, exactement. Voilà. OK, fait que c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On est sur le bord de la paix. Même si Zelensky résiste, je suis sûr que Trump et puis les Patriotes vont trouver une façon de le faire plier. Ils sont capables de faire plier pas mal tout le monde. Là. Zelensky a plein de trucs comme genre, il refuse catégoriquement. La Constitution de l'Ukraine nous empêche de céder du territoire. Tu as perdu la guerre, bonhomme. C'est pas une question de la Constitution. Tu as perdu la guerre, ils vont se rendre, les Russes n'arrêtent pas. Il n'y a aucun moment où est-ce que les Russes reculent. C'est comme ils font juste avancer, ils gruger du territoire. Ben, à un moment donné, utilise ta tête, le cibole. Jusqu'à la. Mais c'est ça, donc, tout l'argent qui a été volé par Zelensky, où est-ce qu'il. Les détournements de fonds, etc., son problème de coke et tout, je sais pas, il y a 1 million de façons de faire chanter quelqu'un. Et en lui disant, ben oui, on ne donnera pas l'asile politique, je sais pas, je suis sûr qu'ils vont trouver un angle où est-ce qu'ils vont être capables de le. En tout cas, ça pour dire que ça achève. On a l'impression que ça achève, et avec un sommet comme ça, on a l'impression que ça ne sera pas encore pendant 1 an, là, on s'entend. Je ne veux pas donner de date, là, mais c'est. Voilà. OK. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, qui nous maintiennent à flot, qui nous permettent de survivre dans cette guerre de l'information difficile. Et c'est le nerf de la guerre. Voilà. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dimanche prochain sans faute pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Si mes yeux s'améliorent un peu. Là. Ciao.